continue. Voilà, donc on en était à la charte d'Athènes. Voilà, à la charte d'Athènes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la charte d'Athènes, sachant qu'on pourrait faire un cours entier sur la charte d'Athènes? Non? Donc, charte d'Athènes 64, un tournant important en termes d'évolution des doctrines, hein, enfin en tout cas de concrétisation des doctrines dans une charte internationale. Voilà, toujours ce parallèle entre évolution, structuration des doctrines et évolution et structuration en termes de législation. 64, le ministère de la Culture, Malraux, crée l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France. Donc Malraux et également un historien célèbre qui s'appelle André Chastel. Donc là, il ne s'agit pas vraiment, l'objet, ce n'est pas de protéger, l'objet, c'est d'identifier, c'est-à-dire d'institutionnaliser quelque part la question de la recherche en matière de patrimoine. Voilà, donc si on lit l'article qui définit l'inventaire, hein, on comprend bien là, que l'inventaire général a vocation à recenser, étudier et faire connaître. Donc là, on n'est pas dans l'idée de protéger, on est à l'amont, en fait, quelque part de la protection, puisque l'idée, c'est de développer la recherche en matière de patrimoine. Donc là, on est sur une notion de patrimoine hyper élargie, hein, on est vraiment là dans une évolution aussi très importante de l'élargissement de la notion de patrimoine, puisque il y a une historienne, hein, qui s'appelle Nathalie Heinisch, qui a écrit en 2009 un ouvrage qui s'appelle « La fabrique du patrimoine ». Et pour évoquer cette structure de l'inventaire, elle dit que cet inventaire a pour objet de recenser les objets patrimoniaux de la petite cuillère à la cathédrale. Donc, c'est vraiment, il y a une dimension aussi ethnologique, hein, enfin, dans l'étude des objets, dans le cadre de cet inventaire. Donc, les inventaires, en fait, ils se sont structurés en services, hein, dans chaque voilà, direction déconcentrée du ministère de la Culture. Il y avait, parce qu'aujourd'hui, ça dépend des régions, en fait, il y a maintenant dans chaque région un service de l'inventaire qui va regrouper un ensemble de chercheurs et de techniciens en matière d'inventaire du patrimoine, et donc qui sont actifs sur chacune des régions pour faire des recherches souvent thématisées, parce que le champ est tellement vaste, hein, l'ambition est presque irréalisable, en fait, comme ça, d'inventorier. Donc, ils travaillent par thématique de recherche, et de plus en plus, ils essayent aussi, enfin, ça dépend un petit peu des régions, mais il y a une tendance générale à essayer de développer aussi un côté opérationnel à cette thématique de recherche. C'est-à-dire souvent, c'est aussi lié à des politiques d'aménagement du territoire. Donc, c'est intéressant de le connaître à la fois comme ressource, ce service de l'inventaire, mais aussi comme collaboration possible dans le cadre de projets d'aménagement de territoire. En continuant, dans la décennie des années 60, en 68, il y a un décret du 1er mars 68 qui institue les parcs naturels régionaux. Donc là, c'est aussi un outil qui est vraiment très, très intéressant et presque innovant, hein, pour l'époque. Donc, c'est calé sur les parcs nationaux, mais là, c'est à une échelle régionale. Et donc, l'idée, c'est de protéger un territoire qui va avoir un intérêt régional du point de vue de ses qualités patrimoniales, qu'elles soient naturelles ou construites ou bâties.
Donc, la définition, un territoire peut être classé en parc naturel régional lorsqu'il présente un intérêt particulier par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente et le repos des hommes et pour le tourisme et qu'il importe de protéger. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi de développement touristique d'un territoire. C'est-à-dire, dans les années 60, on a, enfin, on a bien conscience que la question du tourisme est un axe, un support de développement et de une dimension économique de développement d'un territoire. Je fais un petit aparté, mais indépendamment de cette question des parcs naturels régionaux, pour illustrer un peu mon propos à l'échelle régionale, sur l'ancienne région Aquitaine, dans les années 60, il y a eu une mission interministérielle qui a été créée pour aménager la côte atlantique tout en la protégeant. Ça s'appelait la MIACA. Donc la MIACA, c'était vraiment une structure d'État qui avait été créée pour cette double vocation, hein, qu'on a dans les PSMV. Hein, c'est vraiment cette idée-là d'aménager tout en protégeant. Donc là, c'était vraiment à l'échelle de toute la côte atlantique. Et cette mission a centré un peu l'orientation de son aménagement et de sa planification sur la question du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a eu des villages de vacances, des centres sportifs, etc., qui ont été programmés et aménagés et qui sont encore aujourd'hui actifs sur cette côte atlantique. Voilà, donc c'est un nouvel outil d'aménagement du territoire qui, à l'époque, était piloté par la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. Hein, donc, c'est un peu comme la MIACA, c'est des grandes structures qui étaient mises en place par l'État pour planifier et aménager le territoire. Donc, évidemment, aujourd'hui, ces structures-là se sont décentralisées et aujourd'hui, ce sont les collectivités qui sont aux manettes. Donc, c'est un outil qui existe encore, hein, là aussi, mais aujourd'hui, il est créé à l'initiative des établissements publics de enfin les EPCI, les collectivités, quand elles souhaitent mettre en place un projet de territoire et qu'elles souhaitent le formaliser sous forme d'une charte partagée. Là, on n'est pas comme on a vu précédemment, le PSMB ou le PLU, avec un outil réglementaire. Il ne s'agit pas de règles opposables, mais il s'agit plutôt de définir une charte qui va, pareil, définir des orientations, des objectifs et des moyens d'y parvenir. Mais on est vraiment dans cette idée de conventionnement, donc qui a émergé dans les années 60. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la politique en matière d'aménagement, elle est quand même très centrée, très axée sur ces dynamiques de conventionnement, de charte, etc., pour être en complément, pour accompagner des dynamiques réglementaires. C'est-à-dire de dire que le règlement, il ne peut pas tout régler. Il y a aussi à un moment donné il y a un besoin, comment dire, de créer un sentiment de coopération et d'adhésion. Donc ça, les parcs naturels régionaux sont parmi les premiers outils qui s'appuient sur cette notion de coopération et de dynamique et qu'on retrouve aujourd'hui, hein, dans les dispositifs Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Voilà, donc la charte, elle formalise les grands axes du projet de territoire, hein. Elle définit des enjeux, elle définit des actions, à la fois en matière de protection de ce territoire, mais également en termes de développement, c'est-à-dire d'aménagement et d'éducation. Donc, il y a vraiment un côté expérimental qui est encouragé à travers ces chartes de parcs naturels régionaux. Donc, c'est un label, hein, qui est attribué pour un temps donné et qui nécessite, au bout de 15 ans, un renouvellement de label. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 58 parcs naturels régionaux en France qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça représente à peu près 4700 communes. Et ah oui, c'est pour dire que c'est vraiment des endroits où il y a une vraie attractivité du territoire et qu'à l'époque, au moment du confinement, hein, du Covid, il y a eu
on a observé une vraie attractivité de ces différents parcs naturels régionaux, pardon, pour accueillir les personnes qui souhaitaient se mettre en retrait. Donc aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle pression sur ces territoires due à l'après-Covid et à la question de l'aménagement du travail avec le télétravail. Donc ce sont des territoires qui vraiment montent en pression du fait de leur attractivité, puisqu'ils ont été préservés et valorisés de longue date et qu'aujourd'hui, ils deviennent très attractifs pour des nouvelles migrations de travailleurs. Petit aparté, hein, là on a vu des séries de lois et d'outils qui étaient développés en faveur de la notion de préservation et de valorisation, on va dire, du patrimoine. Là, en 71, on est sur une loi inverse un petit peu, hein. C'est une loi, l'intitulé est un peu vague, ça s'appelait « Loi relative à diverses opérations de construction ». Et en fait, c'est la loi qui a fait exploser l'étalement urbain. C'est une loi qui autorisait les constructions sur tout terrain de plus de 1000 mètres carrés. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Mais c'est intéressant de la noter parce qu'elle n'est pas très connue, alors qu'elle est vraiment à l'origine du phénomène d'étalement urbain en France. Et déjà à l'époque, il y avait un peu des réactions, hein, sur cette sorte d'explosion de l'urbanisme et de l'aménagement en France due à la période des 30 Glorieuses, hein. Finalement, c'est le sorti de l'après-guerre et comment dire, ce croisement avec l'industrialisation du bâtiment qui a permis de rattraper du temps perdu en termes d'aménagement, mais qui en même temps a transformé le cadre de vie des Français de manière très, 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 très rapide. Donc, il y a une émission célèbre qui était sur l'ORTF qui s'appelait La France défigurée. Mais c'est aussi dans la culture populaire quelque chose qui était quand même très développé, hein. Il y a une chanson de Dutronc en 75 qui s'appelle La France défigurée et qui dénonce la bétonisation, les grands ensembles, les grandes infrastructures routières, etc. C'est un phénomène qu'on retrouve aujourd'hui, hein, aussi comment dire, dans la société civile, mais qui a émergé très rapidement à partir du tournant des années 70 par rapport à toute l'explosion en termes d'aménagement du territoire de l'après-guerre. Donc tout ça, toutes ces réactions, elles participent aussi de la construction quelque part d'attentes en matière de valorisation, de préservation du patrimoine et donc de sa législation et de son portage politique par les élus, par les personnes en charge responsables de l'aménagement du territoire. 72, donc au niveau international, on a également un texte très fondateur, on va dire important aussi à l'échelle internationale. C'est la Convention pour le patrimoine mondial culturel et naturel, donc c'est vraiment ce qui va fonder le patrimoine de l'UNESCO. Donc là, la définition de cette convention pour le patrimoine mondial, elle donne cette définition-là. Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et remplaçables, non seulement de chaque nation, mais de l'humanité tout entière. Donc, c'est l'idée que cet intérêt général rattaché au patrimoine, il ne va pas simplement concerner juste un pays, mais qui, en réalité, il concerne l'ensemble de l'humanité. Donc, cette idée de créer un mouvement international pour protéger le patrimoine a émergé dès la Première Guerre mondiale, mais évidemment a été accélérée par la Deuxième Guerre mondiale. Et cette convention concerne à la fois le patrimoine culturel, mais également le patrimoine naturel, hein, on l'a vu dans la définition. Donc là, c'est aussi l'idée que nature et culture, c'est-à-dire culture, c'est-à-dire patrimoine, espace aménagé par l'homme, anthropisé, font partie d'une seule et même entité et constituent un patrimoine à part entière. Toujours dans cette protection de prise de conscience et de législation du patrimoine, en 75, on décrète l'année 75 année européenne du patrimoine, hein, donc c'est vraiment cette notion d'intérêt général élargi.
Et également, on commence à s'intéresser au patrimoine du 19e siècle et au patrimoine industriel. Donc, cette campagne de classement, enfin, on va dire de protection de monuments historiques du 19e siècle, qui était un patrimoine assez déconsidéré, et du patrimoine industriel, qui était également déconsidéré, marque aussi, illustre le phénomène que la notion de patrimoine se rapproche de plus en plus de l'époque qui protège, on va dire. 1976, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Donc là aussi, c'est une loi qui est fondatrice pour la protection de la nature. Et c'est une loi très importante puisqu'en fait, c'est la loi qui va introduire les études d'impact, qui sont encore aujourd'hui incontournables. Chaque fois que vous allez faire des infrastructures ou des aménagements qui vont avoir un impact significatif sur l'environnement, il va falloir faire une étude d'impact. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement d'actualité, avec la question de l'autorité administrative. Là aussi, c'est une autorité indépendante qui va évaluer si le projet d'aménagement porte atteinte à la notion d'environnement. Donc, vous voyez, là aussi, on élargit un peu le champ de manière sémantique. On part du monument historique, on va vers la notion de patrimoine, et après, on l'élargit à la notion d'environnement. Et tout ça procède finalement de la même idée, que on a un existant et que cet existant, il a une valeur et que cette valeur, elle mérite une attention particulière quand on intervient dans le domaine de l'aménagement. Donc cette loi introduit les études d'impact, elle introduit la notion d'espèces protégées, qui est encore énormément d'actualité, et elle crée de nouveaux statuts d'espaces protégés, les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotopes, etc. Et qui sont vraiment considérés comme des outils de protection du patrimoine. Ce n'est pas déconnecté du champ du patrimoine qu'on étudie dans le cadre de cette intervention. 77. Ouais, alors ça, c'est un peu pour l'anecdote, mais c'est quand même très intéressant. C'est à chaque gouvernement, les ministères se renomment, évoluent, etc. Et donc, en 77, il y a eu un peu une époque dorée où il y a eu la création d'un ministère unique qui réunissait ministère de la Culture et ministère de l'Environnement. Donc, c'était Michel Dornano qui était le ministre de ce double ministère. Et donc, c'est la seule fois dans l'histoire administrative où on a eu, en fait, un ministère qui avait conscience de cette nécessité de relier la question du patrimoine et de la culture à la question de l'aménagement. Donc, voilà, c'était extrêmement novateur, mais enfin tellement novateur que ça n'a pas duré. Monsieur? Oui. C'est 76 ou 77? C'est 76 ou 77. Parce que sur le diapo, c'est 60. Enfin, vous avez dit 77 et sur le diapo, c'est noté 76. D'accord. Eh bien, 30 mars 77, oui. Ok, merci. C'est une erreur de ma diapo. Et on me dit que sur Internet, c'est la date précise. Voilà, d'accord. C'est bien de faire des cours avec Internet, on m'avait dit que ça permet d'être mis à sa place. Voilà, 30 mars 77, je corrigerai. Voilà, je marque. Donc, 77, également, il y a une loi qui est très, très importante pour l'architecture, qui est la loi du 3 janvier 77 sur l'architecture, qui est en fait l'émanation de cette idée que architecture, patrimoine, environnement forment un tout et qu'il faut s'y atteler en considérant ces thématiques, ces trois thématiques comme un tout et pas comme des tuyaux d'orgue. Donc, cette loi sur l'architecture, elle dit deux choses fondamentales. Elle dit, d'une part, l'architecture est l'expression de la culture. Donc ça, je vous renvoie à la phrase de Françoise Chouet qu'on a vue la dernière fois. C'est vraiment l'idée que dans toute création architecturale, mais aussi urbaine, il y a vraiment la traduction d'un sens collectif
C'est vraiment l'idée que l'aménagement et l'architecture sont signifiants. Et deuxième grande idée, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant et la protection du patrimoine, en fait, en général, sont d'intérêt général, d'intérêt public, pardon. Donc là, cette phrase, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle fait le lien entre tout. Elle fait le lien entre création, insertion harmonieuse et protection. Et la notion d'insertion harmonieuse, en fait, c'est ce qui va faire l'articulation entre la création et la protection. C'est-à-dire, si on revient à la notion des abords d'un monument historique ou d'un secteur sauvegardé d'ailleurs, l'idée, ce n'est pas que cet espace soit figé pour l'éternité et qu'il ne change jamais. C'est juste l'idée que son évolution soit faite en prenant en compte d'où on vient, enfin de la richesse et de l'intérêt de son patrimoine. Et après son évolution, enfin, cet espace-là peut se transformer, mais il peut se transformer de manière harmonieuse. C'est cette notion d'insertion harmonieuse, d'évolution harmonieuse, qui est inscrite dans la loi. Voilà, donc ça, c'est vraiment des articles, enfin des rédactions qui sont vraiment fondamentales pour comprendre un peu l'esprit général qu'il y a derrière la notion de concilier aménagement et patrimoine. En 77, ce n'est pas sur la diapo, il y a la création des directions régionales des affaires culturelles, hein, donc c'est relativement récent. Ce sont des services déconcentrés du ministère de la Culture en région. Avant, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait les services des architectes des bâtiments de France et une conservation régionale des monuments historiques. Mais là, en 77, le ministère de la Culture prend la décision de déconcentré, c'est-à-dire qu'il y ait un service du ministère de la Culture dans chaque région. Donc, c'est vraiment l'idée de territorialiser quelque part la question de la politique culturelle. En 78, c'est comme en 77, hein, il y avait le ministère de la Culture et de l'Environnement. En 78, on prolonge l'idée et on crée un grand ministère, mais là qui porte juste un seul intitulé, c'est ministère de l'Environnement et du cadre de vie. Et donc, dans cette définition-là, il y avait vraiment, c'était la continuité de la loi de 77 pour dire le cadre de vie, il est un héritage, il est un patrimoine qui doit être pris en compte dans le cadre de l'aménagement du territoire. En 79, le ministère de l'Environnement et du cadre de vie organise des services déconcentrés. Et donc, ça, ce sont les services dans lesquels travaillent les architectes des bâtiments de France, mais qui avant étaient vraiment, on va dire, centrés sur la question de la gestion des abords de monuments historiques. Et là, en 79, donc dans la foulée de la loi de 77, il devient des services départementaux de l'architecture et du patrimoine. Donc, vous voyez qu'on a accolé le terme d'architecture. Donc, ça veut dire que ce sont des services qui vont revoir pour mission la question de la protection du patrimoine d'une part, mais également la question de la promotion de la qualité architecturale et urbaine. Donc, c'est vraiment l'idée que, là aussi, ça fait un tout et que la question de la création architecturale, elle intervient au même titre que la question de la protection du patrimoine. Donc ça, ces services départementaux de l'architecture et du patrimoine, ils existent encore hein, dans chaque département. Ils ont juste changé de nom. Ils s'appellent aujourd'hui les unités départementales de l'architecture et du patrimoine. Et ils sont rattachés au DRAC, aux directions régionales de l'architecture et aux directions régionales de la culture. Les DRAC. Voilà. Alors là, c'est un point un peu sur les différents métiers qui peuvent exister en matière enfin, dans les administrations en matière de patrimoine. Et l'idée que ces années 60-70 sont aussi une période au cours de laquelle
il y a une vraie professionnalisation des métiers. Il y a tout un tas de nouveaux métiers rattachés aux questions de l'aménagement et du patrimoine qui se développent et qui sont créés dans le domaine des conservateurs, dans le domaine des archéologues, dans le domaine des ingénieurs, des techniciens, des ethnologues, des artisans aussi, il y a des artisans fonctionnaires, et aussi de l'animation, des animateurs du patrimoine. Voilà, donc là, c'est juste pour un rappel des termes, parce que quelquefois, il peut y avoir certaines confusions entre les différents métiers. Donc, pour ce qui concerne les architectes, il y a ce qu'on appelle les architectes en chef des monuments historiques. Donc ça, un architecte en chef des monuments historiques, c'est un statut très particulier et qui existe qu'en France. C'est un architecte qui est fonctionnaire parce qu'il a passé un concours d'État, mais il travaille en libéral. Et par ailleurs, il exerce des missions en tant que fonctionnaire, mais sa principale activité est une activité libérale. Et il intervient sur des chantiers qui lui sont attribués de manière automatique. En gros, aujourd'hui, c'est plus que sur les chantiers des monuments classés qui appartiennent à l'État, genre des cathédrales, des châteaux, etc., qui appartiennent à l'État. Et là, l'État fait directement appel à son architecte en chef des monuments historiques. Donc, pour sa structure, ça lui fait, on va dire, des marchés automatiques. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'architecte en chef des monuments historiques intervenait également sur des monuments classés, des monuments historiques classés, donc par territoire. Un architecte en chef des monuments historiques était nommé sur un département. Donc, ça a été dénoncé par l'Europe, qui a dit qu'il y avait c'était irrégulier en termes de liberté de la concurrence, hein, c'est-à-dire que c'était des structures privées qui fonctionnaient sur des marchés attribués automatiquement. Donc, aujourd'hui, l'architecte en chef des monuments historiques n'intervient plus que sur les monuments qui appartiennent à l'État. Ils peuvent aussi intervenir sur d'autres monuments historiques, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un appel à concurrence. Ils sont mis en concurrence avec d'autres architectes. Donc, on en a parlé, il y a aussi les architectes des bâtiments de France. Donc, ça, les architectes des bâtiments de France sont intégralement fonctionnaires de l'État. Ce sont des architectes diplômés qui ont passé le concours d'architecte urbaniste de l'État. Il y a les architectes du patrimoine. Donc ça, ce sont des architectes qui sont intégralement en libéral. Ils ont simplement fait un diplôme professionnalisant à l'issue du diplôme d'architecture. Ils ont fait un diplôme en restauration du patrimoine, donc qui est enseigné dans certaines écoles d'architecture et aussi à l'école de Chaillot. Donc l'école de Chaillot, c'est aussi une école historique, on va dire, qui a été créée pour pallier a été créée en fait à la fin du 19e siècle pour pallier à l'absence d'architectes qui avaient vraiment une expérience spécifique pour la restauration du patrimoine. On a également les conservateurs régionaux des monuments historiques. Donc ça, ce sont plus des architectes, ce sont des personnes qui ont des formations de conservateurs. Donc, eux, ils sont en fonction dans les DRAC. Dans chaque direction régionale des affaires culturelles, il y a un conservateur régional des monuments historiques qui va avoir la responsabilité de la gestion des travaux, financement et autorisation des travaux sur monuments historiques. Les monuments historiques inscrits et les monuments historiques classés de l'intégralité de la région. Donc, ça représente un nombre de monuments historiques très, très important et un montant de travaux aussi annuel très important, puisque en général, hein, il n'y a pas de règles précises, mais une direction régionale des monuments historiques, des affaires culturelles, elle va financer des travaux sur les monuments historiques classés à hauteur de 40 à 50%. Donc, c'est un financement qui est quand même assez conséquent. Également, dans chaque direction des affaires culturelles, il y a une conservation régionale de l'archéologie. Donc, un conservateur qui va avoir la charge du suivi avec tout un ensemble de services, hein, il n'est pas tout seul, qui va avoir en charge le suivi de l'archéologie avec la question des fouilles préventives et des fouilles programmées.
Donc ça, l'archéologie, c'est aussi un axe très important dans les politiques patrimoniales. Donc, pour conclure sur cette diapo, architecte des bâtiments de France, conservateur régional des monuments historiques et conservateur régional de l'archéologie, en fait, il constitue dans les DRAC, dans les directions régionales des affaires culturelles, ce qu'on appelle le pôle patrimonial. Hein, les DRAC, elles ont une vocation à accompagner la question de la création et la question du patrimoine. Ce sont deux grosses principales entités qu'on retrouve dans ces services déconcentrés du ministère de la Culture. Dans le déroulement des lois, on a en 1983, une loi aussi importante hein, qui fait suite, enfin, qui s'intègre dans la loi de décentralisation, puisque début des années 80, c'est le moment où on transfère aux collectivités la responsabilité en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement. Jusque-là, c'était les services de l'État, c'était les directions départementales de l'équipement qui organisaient et qui mettaient en place les documents d'urbanisme, les POS à l'époque. Là, à partir du début des années 80, la loi de décentralisation, on va dire, c'est la responsabilité en matière d'urbanisme, c'est désormais les collectivités. Donc, la question des espaces protégés n'y échappe pas. Et cette loi de 1983 sur la décentralisation crée ce qu'on appelle les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Donc, c'est vraiment un nouvel outil de protection du patrimoine qui propose une nouvelle forme de protection. C'est évidemment inspiré des secteurs sauvegardés, mais de manière plus légère. En fait, c'est une sorte de secteur sauvegardé light, en fait, puisque c'est plus un document d'urbanisme, mais une servitude d'utilité publique. Donc, ça va être aussi un règlement, mais qui va être annexé au POS ou au PLU, enfin, au document d'urbanisme, et qui ne va pas se substituer au document d'urbanisme comme l'était le secteur sauvegardé. Et la deuxième grande idée, c'est que cette zone de ZPPAU, elle va être élaborée conjointement et sous la direction de la collectivité. Donc, ce n'est plus les services déconcentrés de l'État qui ont la main sur l'organisation de cet outil, ça va être la collectivité. C'est vraiment dans la dynamique de la décentralisation de dire cette question de la protection et de la valorisation du patrimoine, elle est partagée en fait entre les collectivités et les services de l'État. Voilà, donc c'est l'article 70 de cette loi. Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection peuvent être instituées autour de monuments historiques ou dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. Vous voyez que là, on a ajouté la notion de culturel, qui est une notion beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire on commence à ouvrir sur la question de la dimension un peu immatérielle ou en tout cas ethnologique. À titre d'exemple, dans les années 90, il y a eu une ZPPAU qui a été créée à Saint-Ouen, dans le quartier des Brocanteurs. Donc, ce n'est pas du tout un patrimoine monumental, ce sont des baraques en fait. Ce n'est pas du tout un patrimoine monumental, ce n'est pas du tout un patrimoine architectural particulièrement intéressant, mais c'est vraiment un tissu et une organisation urbaine spécifique pour lequel la mairie a souhaité, protéger pour, quelque part, maintenir cette activité-là. 1985, le ministère de la Culture crée le label Ville et Pays d'art et d'histoire. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu ce label. Non. L'année dernière, il y avait quelqu'un qui avait travaillé comme animatrice. Alors, voilà, je tentais.
Donc, le label Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire, là, on est aussi dans l'accompagnement, on est dans l'incitatif, on est dans les outils non coercitifs. Hein, c'est un peu ce qu'on a vu avec la création de l'inventaire. On est dans la question de la valorisation pour avoir cet équilibre entre dynamique de valorisation et d'adhésion et dynamique de protection et outils réglementaires. Donc, il est attribué par le ministère de la Culture aux communes qui engagent une politique de valorisation exemplaire de leur patrimoine à la fois bâti et immatériel. Mais l'objectif de ce label, c'est aussi d'accompagner les opérations d'aménagement. Ce sont aussi des outils de médiation et de participation citoyenne. C'est qu'aujourd'hui, les élus qui ont mis en place ce label, ils utilisent aussi les animateurs qui travaillent au sein de ces structures pour accompagner les projets de transformation et d'évolution auprès des habitants et pour développer la question de la participation citoyenne qui est devenue structurante et enfin, qui est vraiment un axe important aujourd'hui pour une collectivité ou un aménageur aussi, en termes d'acceptabilité de l'aménagement. Donc, dans ces labels, en général, ils ont vocation à créer des centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc, ce sont des lieux vraiment dédiés. Ce sont un peu une vitrine de la ville, une vitrine de son patrimoine et de sa politique d'aménagement. Donc, par exemple, Bordeaux a un label Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire et un centre d'interprétation qui est localisé place de la Bourse aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on a un réseau, hein, c'est ce qu'on voit sur la carte, de 250 villes qui sont dotées de ce label. Et là, c'est pareil, hein, c'est un label qui est attribué avec une convention pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, la collectivité, si elle souhaite continuer à avoir ce label, doit renouveler son label et faire constituer un projet. Hein, là aussi, on est vraiment dans la notion de projet. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui est élaborée avec la collectivité et elle va définir un peu ces grandes orientations et décliner un certain nombre d'opérations qu'elle souhaite mettre en œuvre en matière d'animation du patrimoine et d'accompagnement des projets d'aménagement. Et bénéficier de subventions pour mettre en place ce programme. 1985, la loi Montagne, loi du 9 janvier 85, relative au développement et à la protection de la montagne. Donc, là, on crée un cadre législatif hein, qui existait en germe dans les parcs nationaux, mais là, on s'intéresse, on l'élargit à l'ensemble du cadre de la montagne. Donc, cadre législatif dédié à la gestion intégrée et transversale des territoires de montagne. Et donc, c'est la première fois qu'en fait, on crée une loi, une protection d'un espace géographique en tant que tel. Dans la foulée, après s'être intéressé à la montagne, on s'intéresse à la mer. Donc, c'est la loi du 5 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Donc là aussi, hein, c'est un ensemble géographique pour lequel on a observé qu'il y avait une pression foncière, une pression urbaine spécifique et un intérêt à réfléchir à la manière dont on peut intervenir pour en préserver la valeur et la qualité. Sachant que pour ce qui est le littoral, il y a aussi la question de la prévention des risques, hein, évidemment aussi, qui rentre en ligne de compte, avec l'évolution du trait de côte aussi, qui est aussi une menace pour l'urbanisme. Donc, en termes de définition, l'article 1 hein, définit un peu l'objet de la loi, et il dit « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Donc, il y a toujours le même triptyque, hein. On protège,
on aménage, enfin, pardon, dans l'ordre plutôt. On protège, on met en valeur et on aménage. Voilà. Mais que l'aménagement et la protection ne fonctionnent pas bien si on ne met pas en valeur. Et on pourrait rajouter un quatrième axe, un quatrième pilier que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui est la question de la participation citoyenne, qui est la question de la participation, la question démocratique finalement de la participation des habitants à cette politique de protection et d'aménagement. La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'État et des collectivités locales, ayant pour objet la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et des paysages et du patrimoine. Voilà. Donc, toujours cette idée englobante qui concilie patrimoine et aménagement. 1993, après s'être intéressé à la montagne et à la mer, eh ben on s'intéresse au paysage. Voilà, comme ça, on fait le tour. C'est la loi paysage du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. Voilà. Donc, on l'a vu hein, avec les PNR, etc. La loi de 1930 sur les paysages, il y avait déjà une attention, mais là, on va, à travers cette loi, y introduire la notion d'aménagement. Donc, c'est une loi d'aménagement et d'urbanisme qui vise à protéger et mettre en valeur les paysages naturels, urbains, ruraux, qu'ils soient banals ou exceptionnels. Donc, vraiment, il y a cette notion de paysage du quotidien. On est plus sur une notion de paysage exceptionnel, paysage hors norme, mais voilà, c'est cette idée que tout environnement est un cadre de vie constitué et qui a vocation à être soit valorisé, soit protégé. Donc, c'est en 93 qu'on rajoute un P, en fait, aux ZPPAU qu'on a vu, les ZPPAU, zones de protection du patrimoine architectural et urbain. En 93, on ajoute « et paysager ». Voilà. Donc, ça veut dire que ces documents de protection, désormais, ils s'élargissaient aussi, ils s'ouvraient à la notion de paysage. C'est pour ça qu'on parle de ZPPAUP. Alors, ça n'existe plus, cet outil, on le verra, il a été remplacé, mais c'est important de voir la progression, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est devenu. Monsieur, Oui. est-ce que c'est lié à cette loi du paysage, toutes les restrictions liées à l'affichage dans les villes, etc.? Oui, bien sûr, oui. C'est en fait, c'est une loi très générale. Hein. Moi, je vous parle des ZPPUP parce que je gardais le cap des outils du Code du patrimoine. Mais effectivement, c'est une loi qui va aussi s'intéresser à la question des enseignes et des publicités, qui va créer un règlement national, qui va créer la possibilité de mettre en place des règlements locaux de publicité. Donc, chaque collectivité, soit elle fait référence au règlement national, soit elle crée un règlement local de publicité qui va réglementer la question des enseignes publicitaires et des enseignes de commerce. Puisque là aussi, hein, comme on est sur des enjeux économiques, la loi naturelle en termes de commerce, c'est la visibilité. Donc, la visibilité fait que chacun veut être plus visible que l'autre. Donc, si on laisse faire, si on n'organise pas ça, il y a un effet de surenchère et on en arrive un peu à ce qu'on a dans les entrées de ville, voilà, ce qu'on appelle, ce que Télérama appelait la France moche, etc. C'est la ville franchisée aussi. David Mangin appelait ça, c'est un architecte qui a réfléchi sur ces questions-là, qui appelait ça la ville franchisée, voilà, où on est sur une invasion, une pollution visuelle liée aux enseignes et aux publicités. Autre outil en matière de paysage, et là c'est un outil qui est vraiment très interventionniste en fait, qui cadre énormément à des échelles de paysage très très larges. C'est la directive paysagère ou directive de protection et de mise en valeur du paysage. Donc là, c'est un outil qui a été créé dans le Code de l'environnement et qui
a pour vocation de protéger un peu comme un monument historique ou un peu comme un site classé, mais des paysages à des échelles très, très, très grandes. Donc, cet outil de la directive, il est défini de la manière suivante. Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités locales concernées, la possibilité de créer des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Donc là, on est dans la rubrique outils coercitifs, mais à des échelles inégalées. Ces directives déterminent des orientations et des principes fondamentaux de protection des structures paysagères applicables sur ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'État, parce que comme c'est des enjeux et un cadre réglementaire très, très, très large, c'est à la fois État et collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités et les associations de protection du patrimoine. Et là, comme pour les secteurs sauvegardés, elles sont approuvées par un décret du Conseil d'État. Voilà, donc là, c'est en exemple. Il y a une directive paysagère d'ailleurs qui vient d'être approuvée par le Conseil d'État à Chartres, qui s'appelle la directive cathédrale de Chartres, puisque en fait, la cathédrale de Chartres est implantée dans le paysage de la Beauce, qui est un paysage très, très plat. Et donc, on va dire, elle a un impact dans le paysage, une notion d'abord, en fait, finalement, qui est extrêmement large, qui est sur une trentaine de kilomètres. Donc ça, c'est la carte de cette directive paysagère de Chartres, qui est une des cartes, on va dire, du document, puisqu'il y a un document d'orientation sur la base d'un document graphique qui identifie les rayons de vue. Tous ces rayons en orange correspondent à des axes de vue sur la relation entre le monument historique et le grand paysage. Pour la petite histoire, c'est une directive paysagère qui était qui était engagée depuis plus de 30 ans, qui a mis énormément de temps à sortir. Il y a eu plusieurs versions. Et puis finalement, je pense que c'est la question du développement éolien qui a encouragé la mairie de Chartres à faire aboutir ce projet, cet outil. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2-3 à ma connaissance. Donc c'est un outil assez exceptionnel, mais qui n'a pas vraiment vocation à être développé de manière de manière élargie. On a la première, avec Chartres, l'autre directive paysagère est dans le sud-est de la France. Alors, je ne me retrouve pas dans mes notes. Je vous le dirai la prochaine fois où vous la trouverez. Voilà, les Alpilles, pardon. Directive des Alpilles, qui a été approuvée, elle, en 2007. Donc, on l'a vu à travers ces différents, cette chronologie qui était, on est parti du Code du patrimoine, mais on a bien vu qu'il y avait malgré tout une tendance à la généralisation de ces politiques patrimoniales dans l'ensemble des codifications. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette deuxième partie du cours. C'est voir comment, quelque part, le Code du patrimoine, ou en tout cas les objectifs de protection et de valorisation du patrimoine, viennent alimenter le Code de l'urbanisme général. C'est-à-dire on n'est plus sur l'idée qu'on va identifier plus seulement sur l'idée qu'on va identifier des espaces qui ont un intérêt particulier et les protéger. On va aussi partir d'un paysage quelconque existant, enfin d'un environnement existant, et l'utiliser comme un outil d'aménagement et de développement.
Donc ça, c'est la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain du 3 décembre 2000, qui a commencé à intégrer cette idée-là dans les documents d'urbanisme. Avant, on avait les POS, les plans d'occupation des sols, qui étaient des documents assez binaires, en fait, qui fonctionnaient par entrée thématique, mais sans que ces thématiques aient une approche transversale du projet urbain. La grande innovation de la loi SRU, c'est de joindre au document d'aménagement urbain la notion de projet urbain. Et donc, à la place du POS, on crée le plan local d'urbanisme, le PLU. Et la grande idée de la loi SRU, c'est que ce PLU soit élaboré sur la base d'un projet urbain qui va mettre en cohérence l'ensemble des politiques. Donc, l'article sur le PLU dit « L'élaboration du projet d'urbanisme dans une perspective d'aménagement durable doit prendre en compte la nécessité d'articulation de l'échelle communale dans un territoire élargi. » C'est vraiment l'idée que tout projet doit s'articuler avec l'ensemble d'un territoire. Doit prendre en compte le renforcement des centralités et des polarités. Ça, c'est dans un souci d'économie, faire en sorte qu'il y ait un effet de collaboration entre les différentes entités, qu'on ne crée pas des équipements dispersés partout et qu'on démultiplie les équipements. Donc, c'est vraiment dans un souci de développement durable, d'éviter de gâcher les investissements dans des équipements qui se démultiplieraient et qui répondraient pas aux usages. La question de la résorption des coupures et discontinuités, ça c'est pour lutter contre l'étalement urbain, c'est vraiment recentrer les polarités et préserver quelque part les espaces naturels qui existent. Donc là, on est vraiment dans la préfiguration des préoccupations aujourd'hui en termes de lutte contre l'étalement urbain et de zéro artificialisation nette. La question de la valorisation des paysages identitaires, donc ça je l'ai mis en rouge, puisque c'est vraiment la manière dont la loi SRU va introduire la notion de patrimoine dans le document d'urbanisme de droit commun dans le PLU, donc valorisation des paysages identitaires. Là aussi, vous voyez, il y a un glissement sémantique, on ne parle plus de protection, on parle de valorisation. Là aussi, c'est intégrer l'idée que dans la protection, il y a aussi une dimension d'amélioration d'un existant et de lui donner une valeur supplémentaire à partir d'une valeur qui préexiste. Voilà. Et puis, autre axe, la requalification des entrées de ville, puisqu'il y avait quand même une prise de conscience que si on ne s'attelait pas à la question de la gestion des espaces dits banaux, il y avait une dégradation accélérée de ces espaces-là. Et puis, préservation de l'environnement, donc la dimension écologique de la protection. La composition d'un PLU, alors peut-être que vous connaissez, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de ces outils vraiment généraux. Là, on sort un peu des outils spécifiques du patrimoine, mais on examine un peu la manière dont ils les intègrent de fait. Donc, comme tout à l'heure pour le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PLU est constitué d'un rapport de présentation qui va analyser les caractéristiques de la commune. Alors, oui, là, ce qu'on a sur cette diapo, c'est un coup de projecteur sur la prise en compte du patrimoine dans le PLU. C'est un regard très thématisé, on va dire. Donc, le rapport de présentation du point de vue du patrimoine, il analyse les caractéristiques patrimoniales de la commune et il en définit ce qui en fait les enjeux et ce qu'il souhaite vraiment mettre en avant pour fonder son projet urbain.
Dans le projet d'aménagement et de développement durable, le projet urbain consacre un volet à la valorisation de ces enjeux patrimoniaux. Donc, il va traduire ces enjeux en projet d'aménagement. Dans les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, il va dessiner, en fait, il va créer des schémas d'intention, de projet, de ces orientations de protection et de valorisation qu'il a souhaité mettre en place. Pour ça, la loi SRU a développé un outil spécifique, qui est l'article L123-1 du Code de l'urbanisme, qui était en 2000 le L123-1. Alors aujourd'hui, il a changé. C'est le... Je ne sais plus. Je vous le retrouverai. Mais c'est un article qui est important dans les PLU. Non, pardon, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Les orientations d'aménagement patrimonial, c'est le L123-1. On le va voir dans le règlement d'urbanisme. Il y a un autre article qui permet d'avoir une protection fine du patrimoine. Donc, on a le plan de zonage. Donc là, c'est dans le plan de zonage, du point de vue du patrimoine, on peut protéger des zones N, qui sont des zones qui sont destinées à préserver des secteurs en raison de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a un glissement, hein, c'est-à-dire que l'AZPPAUP était un outil vraiment spécifique pour protéger des espaces pour leur intérêt patrimonial. Et là, en 2000, quelque part, on intègre cette possibilité-là dans l'outil de droit commun qui est le PLU. Et enfin, un volet réglementaire dans lequel le PLU a la possibilité d'énoncer, de donner des prescriptions, d'écrire des prescriptions particulières destinées à la protection du patrimoine. Donc, les règles qu'on a dans une ZPPAUP, en réalité, on peut aussi les écrire dans un PLU. Donc là, c'est le fameux article dont je vous parlais, qui en 2000 s'appelait l'article L123-1-7, un septièmement, qui aujourd'hui a changé de nom, mais qui donne à la collectivité la possibilité d'identifier des immeubles qui vont avoir un intérêt patrimonial et d'écrire une règle spécifique pour le protéger. En gros, c'est une ZPPAUP intégrée au PLU. Et là aussi, si on prend l'exemple de Bordeaux, la ville de Bordeaux a un plan de sauvegarde et mise en valeur dans son centre historique, hein, c'est le plan qu'on voyait tout à l'heure. Mais au-delà de cet hypercentre, il y a tout un patrimoine qu'elle a intégré dans le PLU. Et elle a mis en place un service patrimonial au sein du service urbanisme qui, pendant une quinzaine d'années, a fait un inventaire sur le terrain, immeuble par immeuble de la ville. Ça a fait l'objet de fiches immeubles au sein du PLU pour lequel il y a des règles spécifiques qui ont été écrites. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2000, la ville de Bordeaux a fait le choix, non pas de mettre en place un outil code du patrimoine pour protéger son patrimoine, mais de l'inscrire directement dans son document son document d'urbanisme généraliste, dans son PLU. Donc, voilà, aujourd'hui, pour illustrer cette question du PLU qu'on pourrait appeler PLU patrimonial, souvent celui de Bordeaux est montré comme exemple. Également dans cette même dynamique, il y a un autre article dans le Code de l'urbanisme qui est hérité là d'une autre loi qui est la loi biodiversité, c'est le L151-19, qui permet d'identifier et de localiser des éléments de paysage
ou des quartiers ou des immeubles qui ont vocation à être protégés, conservés et requalifiés le règlement peut identifier, localiser des éléments de patrimoine et leur attribuer une règle. Donc là, c'est plus Bordeaux, c'est pour montrer que ça existe ailleurs. On a un exemple d'un plan local d'urbanisme sur lequel la ville a fait le choix de pastiller en fait les immeubles qui avaient un vrai intérêt et avec des couleurs une gradation différente, un bâtiment intéressant, remarquable, bâtiment de bien public, éléments paysagers ponctuels, murs ou murets structurants. Et pour chacune de ces catégories, d'écrire une règle qui s'impose aux travaux d'aménagement. Autre loi importante pour la question pour le champ du patrimoine, c'est le Grenelle de l'environnement en 2009, dans lequel il est dit à l'article 7, l'État encouragera la réalisation par les collectivités territoriales d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires. Il encouragera la réalisation par des agglomérations volontaires de programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale, paysagère ou sociale en continuité avec le bâti existant qui intégreront dans leur objectif la préservation et la rénovation du patrimoine existant. Donc, c'est vraiment là aussi, cette loi Grenelle, l'idée que le patrimoine est support du document d'urbanisme. C'est cette même loi qui a écrit dans le code de l'urbanisme qu'on avait évoqué la dernière fois, le territoire français et le patrimoine commun de la nation. Toujours dans les lois vraiment générales, en 2010, on a la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, appelée Grenelle 2. Donc, en ce qui concerne les outils du Code du patrimoine, cette loi a eu aussi un impact, puisque elle a transformé les ZPPUP. Elle a changé la vocation des ZPPUP. Elle les a intitulées « Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ». Donc là aussi, vous voyez le glissement sémantique qu'on évoquait tout à l'heure. Dans la nomination de l'outil de protection, on ne parle plus de zone de protection, on parle de territoire de mise en valeur. Donc là aussi, c'est exactement la même chose qu'une ZPPUP, c'est-à-dire c'est un document, une servitude d'utilité publique qui est annexée au PLU et qui est constitué d'un rapport de présentation, d'un plan graphique et d'un énoncé de règles qui est annexé au PLU, mais qui doit concilier, en fait, c'était le grand apport de Grenelle 2, qui doit concilier protection et développement des énergies renouvelables. Voilà, l'idée, c'était de dire que dans ces documents de protection, il fallait combiner, voir de quelle manière on gérait la question de l'intégration des panneaux solaires, de l'éolienne, de tous les dispositifs qui permettent de développer les énergies renouvelables. Voilà, donc en même temps, il y a une obligation de transformer toutes les ZPPUP qui préexistaient en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Ce n'est pas nécessaire de le retenir, ça, mais c'est juste pour comprendre comment les lois évoluent et s'affinent avec le temps et comment elles font évoluer les outils qui leur préexistent. 2014, la loi ALUR. Alors, la loi ALUR, elle avait pour vocation de moderniser les documents, les PLU, en fait. Et dans cette modernisation, il y avait un souci de clarification, d'essayer de faire en sorte que pour l'usager, là aussi, on est dans la dynamique de démocratisation, que pour l'usager, ce soit plus simple de lire un PLU. Alors, je ne sais pas si on est vraiment arrivé parce que c'est quand même, ça reste assez complexe.
Et du point de vue du champ du patrimoine, cette modernisation, elle intégrait la question de la préservation du cadre de vie et de la planification de l'urbanisme commercial. Donc, vraiment un souci de s'atteler à la qualité des entrées, à la requalification des entrées de ville. Cette loi, elle prenait en compte aussi la nécessité de prendre en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural avec une faute, dans les enjeux de densification urbaine. Elle introduit également la prise en compte de la qualité architecturale et de l'insertion harmonieuse dans les règlements de PLU. Ça préexistait, mais là, elle le met comme une obligation, comme une nécessité. Donc, insertion des constructions, ça renvoie à la loi de 77 qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette notion d'articulation entre la qualité architecturale et l'insertion harmonieuse, c'est-à-dire que l'insertion harmonieuse est un critère d'appréciation de la qualité architecturale d'un projet. Et enfin, dernier axe, la restauration du patrimoine architectural en zone inconstructible. Ça, c'est une orientation un peu mineure, mais qui est quand même importante. C'est pour permettre la requalification des anciennes fermes ou enfin, des anciens bâtiments agricoles qui sont dans les zones inconstructibles. Et quand ils ont un intérêt patrimonial particulier, de pouvoir faire une exception à cette règle d'inconstructibilité ou d'interdiction d'aménagement de ces zones en laissant la possibilité de les restaurer et donc de les habiter. Donc, il y a énormément de résidences secondaires qui ont utilisé comme ça cet article-là pour pouvoir devenir des résidences secondaires. Donc là aussi, il y a un peu une pression touristique ou résidence secondaire sur ces constructions-là. À titre d'exemple, hein, j'ai déjà vu des cas où le bâtiment avait disparu, mais les personnes sortaient un ancien cadastre en disant ben là, il y a eu une construction, il y avait vaguement la trace des fondations. Et c'était juste un motif pour pouvoir construire une nouvelle construction dans une zone complètement inconstructible. Donc là, il y a toute une jurisprudence qui dit qu'est-ce que c'est qu'une construction qui existe. En principe, ça peut aller jusqu'à l'état de ruine, mais il faut que la ruine ait gardé sa silhouette. C'est ce que dit la jurisprudence. Oui, oui, bien sûr. En 2016, une grande loi pour l'architecture et le patrimoine. Donc, c'était une loi qui était portée par le ministère de la Culture. Là aussi, c'est intéressant quand on rentre un peu dans l'étude de comment s'écrivent les lois. Malheureusement, c'est de voir qu'il peut y avoir des lois qui sont portées par des ministères et qui vont défaire des choses qui ont été faites par d'autres ministères. Voilà, c'est-à-dire il y a des tensions. C'est un peu logique, hein. Chaque ministère va porter un peu sa propre prérogative, ses propres enjeux. Et donc, à travers l'écriture des lois, on voit bien qu'il peut y avoir des tensions entre la création la question de la création et la création de l'aménagement plutôt et la création de la protection du patrimoine. Là, je vous ai fait un portrait idéal en vous disant, ben voilà, la question du patrimoine, elle rentre quand même dans le code général. Mais malgré tout, ça ne règle pas tout. Il y a quand même toujours des tensions. Donc, 2016, deux grandes lois, mais plutôt en faveur du patrimoine. La loi LCAP, liberté de la création, enfin relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, et la loi du 8 août 2016 sur la reconquête loi biodiversité, mais qui s'intitulait Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Deux lois un peu en simultané sur l'architecture et sur les paysages. On va les détailler. Alors, d'abord, la loi sur la biodiversité. Ce qu'elle a introduit, je le détaille un peu plus parce que ce sont des lois récentes, donc qui sont encore quand même toujours d'actualité, ou au moins en partie, parce que là aussi, il y a un peu une accélération législative depuis
sais pas, depuis une vingtaine d'années, il y a, à force de vouloir simplifier le droit, en réalité, on le complexifie et on crée une forme d'accélération législative. Mais ça veut dire que c'est important, je pense, pour vous de vous tenir au courant de l'actualité législative parce que ça évolue très vite et pour ne pas être largué professionnellement. Donc, il y a vraiment un devoir de suivre l'actualité législative. Donc, la loi sur la biodiversité, elle introduit la codification de la définition du paysage. Comment ça va être dur, hein? C'est-à-dire qu'elle introduit dans le Code de l'environnement la définition du paysage telle qu'elle a été définie par la Charte de Florence. Donc ça, j'en ai pas parlé. La Charte de Florence, c'est aussi une charte internationale qui s'intéressait à la protection des paysages et qui définissait le paysage de manière intéressante, hein, en disant le paysage désigne une partie de territoire tel que perçu, hein, c'est vraiment, il y a cette notion de perception, tel que perçu par les populations et dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leur interrelation dynamique, c'est-à-dire l'interrelation entre la manière dont le paysage est perçu et la manière dont il a été aménagé ou dont il va être transformé. Voilà, donc c'est une définition assez complexe, mais que le législateur a voulu introduire en préambule du Code de l'environnement. Deuxième grand axe, la codification de l'Atlas des paysages départemental. Donc ça, c'est un outil aussi, hein, dont on n'a pas parlé, qui permettait, c'était plutôt à l'initiative des conseils départementaux de créer un atlas des paysages pour analyser un peu, approfondir la connaissance des paysages à l'échelle d'un département. Et donc là, la loi sur la biodiversité impose, codifie cet outil de l'Atlas des paysages, qui est vraiment un outil de connaissance, hein. Ce n'est pas un outil de planification, quoique certains Atlas des paysages peuvent énoncer un peu des orientations. Mais c'est un outil qui est très important, qui va après servir pour les diagnostics dans les SCOT ou dans les PLU ou dans les outils de protection, dans les AVAP. C'est vraiment un outil de connaissance très précieux. Monsieur? Oui, pardon. Non, est-ce que nous, on a accès aux atlas départementaux? Oui, tout à fait, oui, ça c'est… quand ils existent, ils sont sur Internet. C'est vrai que tous les outils dont je vous parle, que ce soit les PNR, les atlas des paysages, etc., les labels Pays d'art et d'histoire, tout ça, vous le trouvez abondamment sur Internet. Donc, dès qu'un département a un atlas des paysages, il le publie sur Internet. D'ailleurs, petit écart par rapport à votre question, je vous encourage vraiment à regarder celui des Pyrénées-Atlantiques, qui existait et qui aujourd'hui est en cours de restructuration et qui a une approche très innovante en fait de cet outil-là. C'est plus une approche par chapitre thématique. C'est vraiment une approche qui intègre cette notion de perception du paysage par les habitants et qui va intégrer la dimension patrimoniale élargie, qui va intégrer la question des paysages, la question du patrimoine bâti, la question du patrimoine immatériel, la question de la perception, la question des savoir-faire, etc. Et il a un mode de présentation qui est assez original, voilà, et qui est très, très attractive. Alors, vous allez pouvoir me dire s'il est en ligne, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit en ligne, parce qu'il est en cours d'élaboration, mais il me semble qu'il a été mis à disposition en accès général, quoi. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça le sera très prochainement. Loi biodiversité, donc, introduit également la prise en compte de la qualité paysagère dans les documents de planification urbaine. C'est-à-dire qu'on l'a vu, la loi SRU évoquait la question de la prise en compte du patrimoine et de la qualité architecturale.
là, le législateur a dit, ouais, OK, il y a la qualité architecturale, mais il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas aussi de qualité paysagère. Donc, il a introduit cette notion de qualité paysagère, qui est un peu différente de la notion de protection de paysage. Hein. Là, on est vraiment dans l'idée que, OK, on peut protéger des paysages, mais là, l'objectif, c'est aussi d'améliorer la qualité d'un paysage qui existe, qui préexiste. Puisqu'il y a des paysages de qualité, puis il y a des paysages dégradés. Et donc, l'aménagement, la politique urbaine, elle peut aussi participer de l'amélioration de la qualité d'un environnement. Elle introduit aussi un sujet ancien, qui est la question des alignements d'arbres. Je crois que c'est Pompidou qui a écrit un très beau article, un très bel article sur la question des arbres qui longent les routes. Donc, c'est vraiment des éléments structurants du paysage et de l'aménagement des paysages. Et donc, cette loi biodiversité introduit dans le Code de l'environnement la protection de ces alignements d'arbres qui sont souvent détruits pour des questions de maladie ou des questions de sécurité routière. Voilà, il y a alors c'est souvent des politiques qui sont menées par les départements, hein, puisque les routes sont gérées par les départements. Et il y a des départements qui sont assez actifs pour raser les arbres. Et c'est vrai que c'est une tendance à fortement banaliser des paysages, hein, qui souvent sont structurés par ces alignements d'arbres. Si on pense aux paysages autour de Toulouse ou enfin bon, partout en France, vraiment, il y a vraiment cette structuration du paysage par les alignements d'arbres. Et donc là, le Code de l'environnement s'est attaché à assurer leur protection. La loi également prévoit un renforcement du rôle des parcs naturels régionaux. Bon, je ne vous le détaille pas, mais c'est juste pour dire que c'est une forme de renouvellement et réactivation de ces outils qui étaient vraiment des outils de préfiguration en 68 et qui sont encore complètement d'actualité, encore peut-être même plus qu'en 68. Et donc, elle a renforcé le rôle des parcs naturels régionaux. Et enfin, pour les sites inscrits et les sites classés, donc vous vous souvenez, qui ont été créés en 1930, elle les a un peu toilettés, quoi. Elle a toiletté la législation sur les sites inscrits et les sites classés. En gros, elle a simplifié la procédure de classement, qui est une procédure centralisée, hein, c'est-à-dire c'est le ministre de l'écologie qui classe un site, mais elle a un peu simplifié la procédure. Et surtout, elle a arrêté la possibilité d'inscrire des sites. Parce que les sites inscrits, alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, la protection d'un site inscrit, elle était soumise à des avis simples. Alors, pardon, les architectes des bâtiments de France, ils émettent des avis sur les abords de monuments historiques, ils émettent des avis dans les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, dans les plans de sauvegarde et mise en valeur, mais également dans les sites inscrits et les sites classés. Donc, il y a aussi un contrôle, on va dire, de l'architecte des bâtiments de France dans les sites protégés au titre du Code de l'environnement. Simplement, dans les sites classés, cet avis, il va s'imposer à la collectivité, au maire qui prend la décision d'autorisation, alors que dans les sites inscrits, il ne s'impose pas. C'est un avis simple que le maire peut ou pas suivre. Donc, depuis 1930, en fait, il y a eu un peu un état des lieux de l'évolution des sites inscrits. Et le ministère de l'écologie s'est aperçu qu'en gros, il y avait eu un phénomène de dégradation à l'échelle du territoire de ces sites inscrits, qui est logique, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'un site, il est inscrit parce qu'il a une qualité paysagère. S'il a une qualité paysagère, il peut être soumis à une pression foncière, et donc cette pression foncière fait que c'est un risque d'altération. Et qu'un élu, s'il n'est pas soumis à un avis conforme,
il a la possibilité d'accorder une autorisation à un aménagement qui ne va pas forcément dans le sens d'une protection, qui peut aller dans le sens d'une dégradation, mais lui, en même temps, il est élu. Donc, il a intérêt à… Voilà. C'est pour dire que dans sa décision, il y a de multifacteurs qui ne sont pas forcément liés à la question de la protection du site inscrit. Donc, la loi biodiversité a arrêté d'inscrire des sites puisqu'elle a constaté qu'il y avait eu quelque part un peu un échec de cette protection. Donc, les sites inscrits qui existent, ils existent encore, mais simplement, on ne peut plus en créer de nouveaux. Et ce n'est pas très grave parce que, de toute façon, depuis 1930, la question de la protection des paysages, elle a été intégrée dans les PLU. Donc, une collectivité qui voudrait protéger un paysage comme elle le faisait pour un site inscrit, elle peut le faire dans le cadre de son PLU. La deuxième loi donc de 2016, la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine. On va faire un petit focus parce que c'est vrai que c'est une loi qui est encore active, même si elle a continue un peu d'évoluer avec des lois plus récentes. Mais elle s'est attelée à moderniser là aussi les outils de protection du Code du patrimoine qu'on a vu précédemment, les secteurs sauvegardés, les ZPPUP, AVAP, etc. Donc, sa vocation, enfin le motif de la loi, dans le chapitre 3, puisque en fait, alors oui, c'est une loi quand même très générale, vous voyez, elle traitait de la liberté de création, c'était suite aux attentats contre Charlie Hebdo, etc. Il y a eu vraiment une volonté d'inscrire la liberté d'expression dans la loi, de légiférer sur cette question-là. Elle traite d'architecture et elle traite de patrimoine. Pour la petite histoire, en fait, il y avait deux lois, une loi création et une loi patrimoine, et que finalement, pour des questions d'agenda réglementaire ou en tout cas de lenteur d'écriture de la loi, c'est devenu une seule loi portée par le ministère de la Culture. Donc, le chapitre 3, lui, s'intéresse plus particulièrement à l'architecture et au patrimoine. Et le motif de ce chapitre 3, c'est valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale. Voilà, c'est toujours intéressant de lire les intitulés pour comprendre de quoi on parle. Donc, modernisation, ça veut dire simplification. Aujourd'hui, quand on fait des lois de modernisation, c'est pour chercher à simplifier. Comme je vous disais tout à l'heure, simplifier, c'est pas forcément simplifier. Voilà, en gros. Donc, les prémices de la loi simplifier pour mieux protéger. Le projet de loi s'inscrit dans le programme de simplification mis en œuvre par le comité interministériel pour la modernisation de l'administration publique. Il y a vraiment cette obsession de toiletter la loi parce qu'on considère qu'il y a un empilement, il y a un millefeuille de loi et qu'à un moment donné, c'est important d'essayer de simplifier un peu tout ça. Voilà, donc le code le code du patrimoine, je vous parlais tout à l'heure, avec 7 livres, archives, musées, archéologie, etc. Et donc, la loi LCAP va s'intéresser notamment au livre 6 sur les monuments historiques et les espaces protégés, avec pour intituler « Simplifier les outils de gestion des espaces protégés », consolider la promotion de la qualité architecturale, donc c'est vraiment la reprise de la loi de 77 sur l'architecture, et enfin, mieux protéger le patrimoine mondial. C'était l'idée de inscrire la question de la gestion du patrimoine mondial dans le droit. Donc ça, c'est aussi une question qui a fait énormément débat parce que le patrimoine mondial, en gros, c'est une protection à l'échelle internationale. Ça veut dire que les pays, des pays extérieurs ont un droit de regard sur la manière dont la France ou n'importe quel pays va gérer son patrimoine. Donc, il y a un phénomène quelque part d'ingérence. Donc, ça veut dire que inscrire le patrimoine mondial dans le droit français, c'est prendre le risque que des pays étrangers reprochent
à la France de ne pas appliquer son code du patrimoine. Donc voilà, ça a fait énormément de débat. Bon, finalement, on va voir comment ça a été intégré. Ça a été intégré de manière un peu light pour éviter ce risque-là. Ça, je vais passer parce que ça va faire de la confusion. Donc, objectif numéro 1 de la loi LCAP, réformer le code du patrimoine à travers la relance de la politique en faveur du patrimoine urbain et paysager, notamment pour les petites villes en décroissance et par la création des dispositifs des sites patrimoniaux remarquables. Donc là, vous voyez que la préoccupation de la protection, elle est complétée aussi par l'idée de la revitalisation. Relancer la politique en faveur des villes en décroissance. Donc, ça veut dire qu'en 2016, quand la loi a été écrite, il y avait déjà cette prise de conscience du déclin des villes petites et moyennes qui aujourd'hui sont des priorités en matière d'aménagement du territoire pour éviter que les métropoles aspirent toute la dynamique urbaine et que les territoires en déshérence aient un sentiment d'abandon qui a été exprimé à travers les Gilets jaunes. Hein. Voilà, donc tout ça était déjà dans l'air et la loi LCAP s'est saisie un peu de ce constat-là pour dire on va moderniser les outils de protection, les secteurs sauvegardés, etc. On va les réunir dans un seul intitulé qui va s'appeler « Site patrimonial remarquable ». Donc là aussi, en termes de sémantique, le choix, il n'est pas anodin. Il y a eu des tas de débats pour savoir comment on va nommer ces espaces protégés. Avant, on était sur des sigles complexes, hein. ZPPUP, AVAP, PSMB, voilà, ce sont des choses qui sont quand même pas très communicants. Et donc, ils se sont dit, on va créer un intitulé qui parle, qui est parlant pour les gens pour les non-professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est clair, qui est site patrimonial remarquable. L'idée, c'était de ne pas créer un nouveau sigle, de créer vraiment un intitulé qui permettait que quand les professionnels en parlaient, tout le monde le comprenait. Sauf que les professionnels ont très vite dévié et ils ont appelé ça SPR. Voilà. Bon. Voilà. Donc, autre axe, clarifier les outils de protection et les procédures. Donc, on va le voir en détail. Généraliser la concertation pour les nouvelles protections. Donc là, c'est l'idée de démocratisation culturelle. Hein. C'est de dire que, OK, on protège au nom de l'intérêt général, mais de quel droit, moi, État, je vais dire que l'intérêt général, comme ça, s'impose. C'est bien aussi d'entendre ce que dit le citoyen, ce que dit l'usager, ce que dit l'habitant, sur la manière dont il perçoit le patrimoine et l'intérêt général de ce patrimoine. Donc, c'est intégrer plus de concertation dans les procédures. C'est également garantir la protection du patrimoine mondial, on l'a dit. Oui, alors ça, c'est quelque chose un petit peu technique, c'est-à-dire que la loi du Grenelle 2, elle avait donné un ultimatum aux anciennes ZPPUP pour se transformer en AVAP. Elle avait donné une date couperée de, je ne sais plus, c'était 8 ans, je crois, en disant que si au bout des 8 ans, les ZPPUP n'avaient pas été transformées en AVAP, elles étaient automatiquement supprimées. Donc, il y avait, là, en 2016, un ensemble de à peu près 600 communes qui avaient des ZPPUP, qui n'avaient pas fait l'objet de transformation en AVAP, et donc qui risquaient de tomber du jour au lendemain du fait de la loi Grenelle 2. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des lois qui travaillent contre d'autres. Et donc, l'idée, c'était, pour éviter que ces 600 ZPPUP disparaissent, c'était de les transformer automatiquement de par la loi dans ce nouvel intitulé d'espace protégé qu'on appelle site patrimonial remarquable. Voilà.
Le deuxième objectif, c'était la simplification des procédures. Donc, cette simplification des procédures, elle se traduit par le remplacement des différentes catégories d'espaces protégés du Code du patrimoine, hein, sous deux intitulés. Site patrimonial remarquable et abord de monuments historiques. On va le revoir, ça, hein, sous forme de schéma, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très, très évident, mais quand on le fait sous forme de schéma, on comprend bien. Le deuxième grand axe de simplification, c'était supprimer les superpositions de servitudes. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il y ait un site inscrit qui se superpose à des abords de monuments historiques, qui se superpose à une ZPPUP ou à une AVAP. Donc, c'est là, la loi LCAP a dit, quand il y a comme ça plusieurs servitudes, on va retenir la servitude la plus contraignante. Les autres ne s'appliquent pas. Et puis enfin, dernière simplification, c'était l'harmonisation des délais des procédures. C'est-à-dire que selon qu'on soit en AVAP, que ce soit en abord de monuments historiques, qu'on soit dans les différentes catégories de protection, il y avait des délais qui variaient. Donc là, la loi LCAP a créé un seul délai. Pour la question des abords de monuments historiques, la loi LCAP aussi a introduit une évolution importante dans les abords de monuments historiques, c'est-à-dire qu'elle a supprimé la condition de la covisibilité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, je vous disais, des abords de monuments historiques, quand on a un rayon de 500 mètres, il y a la condition du rayon des 500 mètres et la condition de la covisibilité. Là, la loi LCAP, elle a créé une nouvelle catégorie d'abords de monuments historiques qu'elle a appelée les périmètres délimités des abords. On va le revoir en détail. Et donc, en disant que dans ce périmètre délimité des abords, il n'y avait plus cette notion de covisibilité. Parce qu'en fait, l'idée de s'appuyer sur un lien visuel entre le monument et l'emplacement des travaux, ça a été source de contentieux infini. Donc, pour simplifier un peu, on a dit non, on s'applique plus à savoir s'il y a une visibilité avec le monument, on s'attache juste à savoir si le projet va dans le sens d'une valorisation du site ou va dans le sens d'une dégradation. Enfin, troisième objectif qu'on a développé tout à l'heure, la protection du patrimoine mondial. Donc, il s'agit de répondre aux engagements de la France vis-à-vis de l'UNESCO en traduisant en droit positif l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial. Donc, très concrètement, ça s'est traduit par le fait que les outils du Code du patrimoine sont définis dans deux catégories de démarches, d'approches qui sont liées à une protection au titre de l'UNESCO. Quand il y a un bien qui va être protégé à l'UNESCO, il va y avoir la délimitation de ce bien. Si on va dire, voilà, par exemple, c'est la ville de Bordeaux, donc c'est la ville de Bordeaux, intramuros, qui est protégée patrimoine mondial. Mais l'UNESCO a aussi intégré la notion d'abord, comme un peu les abords de monuments historiques. Elle a dit oui, le bien, c'est important, mais ce qu'il y a autour, il faut avoir une vigilance aussi parce que si on dégrade cet espace autour du bien UNESCO, on va l'abîmer, enfin l'altérer. Donc là, on voit bien quand même une influence, on va dire quelque part, du code, du droit français sur le code, enfin pas le code, mais sur l'organisation internationale. Et donc, ces abords UNESCO, en fait, ça s'appelle la zone tampon. La zone tampon, ça définit tout ce qui est autour, à proximité du bien et pour lequel il faut avoir une vigilance particulière et mettre en place des outils de gestion qui vont permettre de garantir la protection de cette zone tampon, en même temps que la protection du bien. Et deuxième outil demandé par l'UNESCO, c'est la création d'un plan de gestion. C'est-à-dire que le responsable de la gestion du bien, de la protection du bien, il faut qu'il
matérialisent, qui construisent un plan de gestion, qui disent comment, sur un temps qu'il va définir, en fonction de la dimension du bien, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre, quels outils il va mobiliser et quelles actions il va porter pour assurer la préservation de la valeur du bien protégé à l'UNESCO. Cette valeur, là aussi, elle porte un nom bien particulier, c'est la valeur universelle exceptionnelle. Il faut savoir que l'UNESCO, c'est tout un langage. C'est un langage international. Donc, valeur universelle exceptionnelle, là aussi qu'on s'est dépêché de traduire en VUE. Quand on vous parle de VUE d'un bien UNESCO, c'est ce qui la caractérise. Ça, on en parlera là, au troisième cours. Et donc, pour revenir à la loi LCAP, la loi LCAP demande à ce que chaque fois qu'il y a un bien protégé à l'UNESCO, une zone tampon qui est rattachée à ce bien et l'élaboration d'un plan de gestion, ces trois données-là soient dans le porté à connaissance au moment où une collectivité va engager un SCOT ou un PLU, ou aujourd'hui un SRADET. Alors, l'obligation que ce soit dans le porté à connaissance, ça a été fait pour éviter que ce soit une obligation de l'inscrire. Mais en gros, ça revient un petit peu au même. En gros, quand il y a une commune qui va faire un SCOT ou un PLU ou une région va faire un SRADET, les services de l'État vont dire à cette collectivité, attention, sur ce territoire, on a un bien, on a une zone tampon, on a un plan de gestion à mettre en place. Donc, c'est important pour montrer à la communauté internationale qu'on protège son bien, d'inscrire ces trois éléments dans le document de planification. Quatrième objectif de la loi LCAP, garantir la protection des abords de monuments historiques. Donc là, la loi, elle parle, pour les abords de monuments historiques, elle parle d'ensemble cohérent. Et donc, elle introduit cet outil un peu complémentaire que j'évoquais tout à l'heure, qui est le périmètre délimité des abords, qui en fait permet de remplacer le rayon des 500 mètres, qui est un peu arbitraire dans de nombreux cas, et se débarrasser de la notion de covisibilité. Donc aujourd'hui, quand il y a un monument historique, automatiquement, il y a un abord rayon de 500 mètres qui est institué. Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire dès qu'il y a un arrêté qui va protéger un bâtiment, ça va générer un rayon de 500 mètres automatique. Une servitude à bord rayon de 500 mètres de manière automatique. Et la loi LCAP introduit la possibilité de remplacer ce rayon automatique des 500 mètres par un périmètre sur mesure, en fait, qui correspond vraiment à la réalité géographique du terrain et à l'impact du monument historique sur son environnement. Il peut y avoir des monuments historiques qui n'ont pas d'impact direct sur leur environnement. Souvent, on prend le cas un peu caricatural de vestiges archéologiques qui vont être dans une zone de développement, au milieu d'une zone pavillonnaire. Et la question de valeur des abords de ces vestiges archéologiques ne va pas avoir d'incidence très importante. Contrairement, par exemple, à la cathédrale de Chartres, qu'on a vu tout à l'heure, qui, elle, a un impact très fort dans le paysage, jusqu'à 30 km autour d'elle. Donc, pour cette question des abords, le périmètre délimité des abords permet de aussi réintégrer la création d'une servitude, de le rattacher à la question, à la procédure d'enquête publique. C'est-à-dire qu'on crée une servitude, enfin on modifie une servitude en la soumettant au débat, enfin à la connaissance, à la portée à connaissance des habitants.
donc en introduisant l'enquête publique dans la procédure de création du périmètre délimité des abords. Et également en consultant le propriétaire du monument historique. Là aussi, c'est un peu le lobbying des associations de propriétaires de monuments historiques qui voulaient aussi être mis au courant de la création de cette servitude. Cinquième axe de la loi LCAP sur les espaces protégés, on l'a dit tout à l'heure, c'est la création des sites patrimoniaux remarquables qui intègrent les précédents outils de protection. Donc, la définition du Code du patrimoine pour un site patrimonial remarquable, c'est aussi intéressant de bien l'analyser pour comprendre de quoi on parle et de comprendre que quelque part, il y a un resserrement, un recentrage, on va dire plutôt. Donc, le Code du patrimoine dit un site patrimonial remarquable. Les sites patrimoniaux remarquables sont les villes, villages ou quartiers, donc ce sont des ensembles bâtis, dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager un intérêt public. Vous voyez, il y a tout sauf le patrimoine immatériel. Bon, voilà. Parce qu'on est quand même sur la question d'aménagement de territoire sur des choses matérielles. Donc, les sites patrimoniaux remarquables sont une servitude d'utilité publique, c'est-à-dire ils correspondent à un périmètre qui génère une servitude d'utilité publique. Ils sont classés par décision du ministre de la Culture après présentation devant une commission nationale. Donc ça, c'est quand même important de noter quand même que pour la première fois depuis 1983, on a une procédure de création d'un outil de protection qui est à nouveau centralisé. Ça, c'est quelque chose qui a interloqué quand même pas mal de monde parce que depuis 1983, on était quand même dans une tendance à être sur une dynamique de décentralisation, de transférer progressivement toutes ces compétences-là et ces obligations aux collectivités. Et là, la loi LCAP, avec les sites patrimoniaux remarquables, elle repositionne les sites patrimoniaux remarquables au niveau de l'État. Et en fait, ça s'explique par le fait d'un recentrage, comme je vous disais tout à l'heure. D'une part, on se recentre plutôt sur les espaces urbains. On va un peu à contre-courant de la notion des ZPPUP qui commençait aussi à intégrer le grand paysage. Mais on va un peu à contre-courant parce que justement, il y a eu ce phénomène d'intégration de la protection au sens large dans l'urbanisme de droit commun. Donc là, le législateur s'est dit, bon, c'est bon, aujourd'hui, les communes, les collectivités, elles ont les outils en main pour protéger leur paysage si elles le souhaitent. Donc, les outils de protection du Code du patrimoine, ils n'ont pas forcément vocation à embrasser des territoires très larges et ils peuvent juste se recentrer sur ce qui fait vraiment la valeur authentique d'un patrimoine urbain. L'autre intérêt, c'est évidemment une question de moyens. Hein. C'est-à-dire que les services de l'État, ils ne développent pas forcément leur nombre de fonctionnaires. Donc, à un moment donné, ça permet aussi de recentrer les missions des fonctionnaires sur des territoires plus resserrés. Et autre indice, c'est le Code du patrimoine parle de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, comme on parle de classement au titre des monuments historiques. Voilà. Donc, c'est vraiment des signaux pour dire que ces sites patrimoniaux remarquables, désormais, on va s'attacher à protéger vraiment ce qui fait la valeur essentielle. On ne s'attache pas à ce qui est autour, enfin, moins à tout ce qui est autour, puisque ce qui est autour relève plus du document de planification urbaine généraliste, du PLU.
et on lui donne une importance nationale. Voilà, c'est l'idée de dire qu'on va classer site patrimonial remarquable des communes qui vont avoir une valeur d'intérêt national, puisque c'est la ministre qui le crée. Ce n'est pas le préfet de région, ce n'est pas le préfet de département, ce n'est pas le maire ou le président de l'EPCI, c'est vraiment le ministre de la Culture. Donc tout ça, ça a du sens. Oui, pardon. Donc, les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'une commission locale chargée de son suivi et de sa mise en œuvre. C'est-à-dire là, la loi CAP, elle crée une commission qui va être chargée d'accompagner la mise en œuvre et de créer une instance, un lieu d'échange et de débat. Hein, c'est dans la préoccupation de la démocratie participative. Hein, on est vraiment dans cette idée que c'est indispensable d'introduire des outils de participation citoyenne. Donc là, ça se traduit par la création de cette commission locale. Donc ça veut dire que chaque commune ou communauté de communes qui va avoir un SPR, elle va créer une commission locale dans laquelle il va y avoir des représentations des associations locales, des représentations d'élus et des représentations de l'État, et qui vont débattre soit de l'évolution du document, soit de projets concrets qui peuvent être identifiés comme nécessitant un débat. Voilà. Donc, ça veut dire que quand il y a des aménagements qui peuvent faire polémique, l'idée, c'est qu'on traite du débat autour de cet aménagement au sein de cette commission locale. Par ailleurs, la loi LCAP spécifie que les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne. Ça veut dire qu'en complément de cette commission locale, la collectivité a le devoir, parce que c'est assez général quand même, de créer en complément du site patrimonial remarquable des actions qui permettent d'en assurer la médiation et d'écouter les citoyens. Donc, ça fait écho au label Ville et Pays d'Art d'Histoire, mais pas que. C'est-à-dire qu'après, il peut savoir, la collectivité peut créer ses propres outils indépendamment de ce label, mais ce label, en tout cas, répond vraiment précisément à ce souci de démocratisation. Et enfin, troisième idée fondamentale, les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de gestion. Donc, c'est dans ces outils de gestion qu'on retrouve nos fameux sigles de tout à l'heure, précédents. Hein. On oublie les ZPPUP, on oublie les AVAP. Désormais, il n'y a plus que 2 outils possibles pour gérer un site patrimonial remarquable. Ça va être un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui est une servitude d'utilité publique, annexée au PLU. Donc, en fait, c'est une AVAP, en gros, mais on change, ça a juste un peu changé de nom, ça s'appelle PVAP, plan de valorisation. Ou on peut choisir, la collectivité peut aussi choisir de mettre en place, si elle veut un document plus fin et plus fort, plus interventionniste, elle peut mettre un document d'urbanisme, c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur qui, lui, n'a pas changé et garde ses spécificités. Voilà, donc ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous présenter. Classement d'un site patrimonial remarquable par le ministre. On crée une commission locale du site patrimonial comme lieu de débat. Et soit on crée un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie de ce périmètre du site patrimonial remarquable, soit on crée un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui, là, est une simple servitude, mais toujours constitué d'un rapport de présentation, d'un plan graphique et d'un règlement écrit. Ça demeure. Donc, le petit schéma, hein, ça veut dire qu'on peut soit avoir PSMV, soit PVAP, soit combinaison des deux.
Donc, le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, là, son élaboration est décentralisée. Hein. C'est vraiment, il est créé à l'initiative de la collectivité, hein, de l'autorité compétente en matière de PLU, qui va porter le projet et va porter le projet en concertation avec l'architecte des bâtiments de France. Donc, il y a une étude qui est engagée avec un bureau d'études spécialisé. Ensuite, une fois que l'étude est terminée, enfin, est achevée, la collectivité arrête le projet, le présente devant une commission régionale qui va évaluer si le document de gestion répond à ses objectifs. Il va être également soumis à l'examen des PPA. Les PPA, c'est les personnes publiques associées, c'est-à-dire c'est l'ensemble des services qui interviennent sur un territoire pour savoir s'ils ont quelque chose à dire. C'est important parce que, par exemple, je ne sais pas, un département qui gère des routes, il peut avoir quelque chose à dire sur une règle qui, à un moment donné, risque de rentrer en conflit avec ses orientations. Ou bien une DDT ou une collectivité, elle peut aussi avoir des choses à dire au titre des plans de prévention des risques. Quand il y a des plans de prévention des risques d'inondation, par exemple, qui vont créer des zones inconstructibles, ça va être délicat que, par ailleurs, il y ait un document, un PVAP qui dise qu'à certains endroits-là, si on restaure, il faut restaurer de telle manière, alors que le PPRI, lui, interdit de restaurer. Et donc, c'est important à un moment donné de croiser les différents documents qui s'imposent à l'aménagement sur un territoire. Ensuite, il y a une enquête publique, hein, et le préfet de région donne son avis. Et c'est la collectivité qui approuve de manière définitive le document. Donc, c'est toujours intéressant de voir quand il y a comme ça des outils de gestion, que ce soit un PLU, un PVAP ou je ne sais quoi, de voir qui approuve, qui porte le projet. Donc là, c'est vraiment bien la collectivité. C'est pour dire que si elle l'approuve, si elle suit le document et qu'elle approuve, c'est à un moment donné, elle est responsable de sa gestion et de sa mise en œuvre. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, donc lui, la procédure est un peu différente, hein. Elle reste quand même sous l'autorité de l'État. C'est une élaboration conjointe État et collectivité. Mais l'enquête publique est menée par l'État et l'approbation est faite par le préfet de département. Donc là, l'État, quelque part, garde la main sur les plans de sauvegarde et de mise en valeur, même si ça reste une élaboration, très important que ce soit une élaboration conjointe, puisqu'après, c'est bien la collectivité qui va appliquer la règle au même titre qu'un PLU. En termes de simplification des superpositions que j'évoquais tout à l'heure, là, je vous détaille un petit peu la manière dont la loi LCAP a créé la hiérarchie des normes, quelque part, c'est-à-dire l'idée que c'était la servitude la plus forte, entre guillemets, qui l'emportait. Donc, quand il y a un monument historique, la législation qui protège le monument historique est plus forte que les abords. Bon, ça, c'est assez logique. Pareil, le monument historique n'est pas soumis au site patrimonial remarquable. Par ailleurs, le site patrimonial remarquable s'impose aux abords, c'est-à-dire que dans le périmètre du site patrimonial remarquable, il n'y a plus de servitude des abords. Pareil pour le site inscrit, quand il y a superposition entre un site patrimonial remarquable et un site inscrit, le site inscrit disparaît, tout comme le site inscrit disparaît s'il se superpose à des abords de monuments historiques. Voilà. Bon. Enfin, tout ça, là aussi, sur Internet, hein, vous trouvez des schémas qui vous les expliquent, tout ça. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a plus de superposition de servitude, sauf pour les sites classés. C'est-à-dire que s'il y a une superposition entre un site classé et un site patrimonial remarquable, il va y avoir deux instructions. Ça, le législateur n'a pas réussi à faire s'entendre le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie, chacun souhaitant garder ses prérogatives, puisque, je ne sais plus si on l'a déjà dit, mais dans un site classé, les permis de construire sont soumis à l'accord du ministre de l'Écologie, si je crois qu'on l'a dit.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un degré de protection très, très fort. Donc là, c'est sous forme de schéma, la même chose. Avant la loi LCAP, on avait une palette d'outils assez variée. Les périmètres de 500 mètres créés en 1946, les secteurs sauvegardés créés en 62, le PSMV, donc outil de gestion du secteur sauvegardé également créé en 62, les ZPPAUP créés en 83 et 93, les périmètres de protection modifiés créés en 2000 avec la loi SRU, les AVAP créés avec le Grenelle 2 en 2009. Donc, vous voyez, superposition des lois, diversification des outils. À un moment donné, on dit non, il faut faire un peu de ménage. Donc, la loi LCAP supprime les intitulés secteur sauvegardé, ZPPUP, PPM, AVAP. Tout ça, ça sort du Code du patrimoine. Désormais, dans le Code du patrimoine, on ne parlera plus que de abord périmètre de 500 mètres et PSMV. Et par ailleurs, la loi introduit deux nouveaux concepts. Enfin, elle maintient la notion d'abord de monument historique et elle introduit le site patrimonial remarquable. Avec ce qu'on disait tout à l'heure. Non, pardon, oui. Les abords de monuments historiques, les abords, c'est soit le rayon de 500 mètres, à gauche, le rayon, hein, soit le périmètre délimité des abords. Mais la servitude est la même. Le rayon des 500 mètres, il se crée automatiquement quand le monument historique est protégé. Le périmètre délimité des abords, il peut être créé dans un deuxième temps en remplacement du périmètre des 500 mètres. Mais les deux, dans les deux cas de figure, ce sont des servitudes d'utilité publique qui sont annexées au PLU et pour lequel il n'y a pas de règle écrite. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très qui est un peu embêtant quelque part. C'est-à-dire que ça veut dire que dans ces périmètres-là, tous travaux vont être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord s'impose au maire, à l'autorité compétente qui prend la décision. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est très important de créer le dialogue entre l'architecte des bâtiments de France et le maire pour essayer de faire en sorte que les grands enjeux de protection qui sont attendus dans ces abords soient quelque part inscrits dans le PLU, ce qui est une possibilité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Voilà, donc la loi LCAP crée les abords et les sites patrimoniaux remarquables. Le site patrimonial remarquable, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un autre schéma. Il a deux outils de gestion, le PVAP ou le PSMV, ou une combinaison des deux. Mais ce qu'on appelle site patrimonial remarquable, ça va être la délimitation extérieure. Et tout ça se fait en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une procédure pour classer le site patrimonial remarquable. Et dans un deuxième temps, il y a une procédure pour créer l'outil de gestion. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur ces outils? C'est limpide ou obscur? Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être s'arrêter là, enfin pour le cours. Alors, je vais arrêter le cours, si j'y arrive.